Ça y est, vous avez enfin atteint l'infirmerie. Vous continuez votre chemin dans cet enfer et tentez de trouver un moyen de continuer votre progression. En continuant votre chemin, vous atteignez la section biologie. Vous êtes plongé dans un décor scientifique qui semble être un laboratoire. Vous profitez d'un court moment de répit pour faire le plein et recharger vos armes. Vous apercevez plusieurs cuves en face de vous. Elles semblent contenir des bébés humains. Vous continuez à regarder des cuves quand soudain, vous apercevez qu'il y a une cuve brisée et que celle-ci est vide à l'intérieur. Vous sentez également une présence qui rôde autour de vous, mais vous ne voyez rien. Pourtant, vous savez qu'il y a quelque chose avec vous dans cette pièce. Et salut tout le monde, c'est Valorma, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on retourne dans l'univers de Dead Space pour analyser le lurker nécromorphe. Comme d'habitude, vous commencez à connaître, on va voir en détail ce que ce gentil petit bébé nous réserve et en apprendre toujours plus sur les nécromorphes en général pour augmenter vos chances de survie. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, déjà bienvenue et n'hésitez pas à lâcher un petit like et vous abonner si mon contenu vous parle. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne vidéo. Et n'oubliez pas de faire une réserve de couches car contre cet ennemi, vous en aurez probablement besoin. Le lurker, ou rôdeur en français, est un nécromorphe présent dans tous les jeux de la licence et a fait sa première apparition dans le premier opus. C'est un petit nécromorphe reconnaissable à sa taille et ses 3 tentacules dorsales. Comme vous le savez, les nécromorphes sont des corps réanimés et reconstitués par le monolithe. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les monolithes, j'ai fait une vidéo dessus. Le lurker est un corps de bébé humain d'environ 1 à 3 ans. Mais il existe aussi une autre variante de ce nécromorphe qui cette fois n'est pas un corps de bébé, mais un chien. On regardera celui-là d'un peu plus près plus tard. Le lurker n'a pas été épargné par le monolithe et présente de nombreuses mutations biologiques. On peut tout de même reconnaître la forme originale du bébé en regardant sa tête et ses membres. En effet, on peut apercevoir que celui-ci possède encore ses bras et ses jambes ainsi que sa tête, même si l'on peut apercevoir que la partie inférieure de sa mâchoire a disparu. À la place, nous pouvons voir des tentacules à la taille de quelques centimètres sortir de sa bouche. La plupart du temps, ce nécromorphe a une tête plutôt intacte et ne présente pas trop de déformations par rapport à la tête originale du bébé. Mais il arrive aussi de croiser des lurkers bien plus amochés que ça au niveau de la tête. Coucou! En fait, dans Dead Space, il existe des variantes de nécromorphes appelées Enhanced, qui se traduit de l'anglais en amélioré. Désolé pour mon super accent anglophone. Ce sont les mêmes types de nécromorphes que vous connaissez, mais en une version bien plus résistante et agressive. J'en ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse. Vous pouvez rencontrer ce nécromorphe amélioré avec des déformations bien plus sévères. Là on voit bien que ce lurker a fusionné avec un autre corps pour n'en former plus qu'un. On aperçoit les 2 têtes très proches l'une de l'autre, comme si la créature avait subi une chirurgie bien précise. Sur son corps, on distingue la colonne vertébrale en dehors de la chair, nous laissant imaginer qu'il n'y a pas la place pour contenir 2 colonnes sous la peau. Mais maintenant revenons à notre lurker classique. Pour ce qui est de son torse et de son ventre, on distingue encore le corps original du bébé, mais on remarque une forte modification au niveau de l'abdomen. Comme je vous l'avais dit précédemment au niveau de la bouche, ici on retrouve encore des tentacules, mais cette fois-ci bien plus grandes. Ces tentacules abdominales permettent au lurker de s'agripper à des surfaces dans les zones de gravité et tout aussi bien vous agrippez-vous. Les membres sont quasi intacts, à part la nouvelle pigmentation de la peau due au processus de nécrose. Pour la partie supérieure du corps, c'est là qu'on entre dans les choses sérieuses. Le dos est la partie du corps la plus modifiée. Il est complètement ouvert au niveau des vertèbres thoraciques, laissant les extrémités des os comme les côtes ressurgir en dehors de la peau. Cette ouverture permet l'entrée et la sortie de 3 tentacules composés de muscles squelettiques et de tissus osseux. C'est l'arme principale du lurker. C'est avec ces tentacules qu'il attaque ses victimes, aussi bien au corps à corps qu'à distance. Dans Dead Space 3, le lurker subit une variation macabre. Il est issu non pas d'un bébé humain, mais d'un cadavre de chien. Cette mutation donne naissance à une créature encore plus grotesque, fusionnant les caractéristiques animales avec les déformations typiques des nécromorphes. Son crâne est presque intact, mais déformé et rongé. Sa gueule est béante, décharnée, et laisse pendre des appendices sombres semblables à des tentacules buccales. Des tentacules nerveuses sortent de la cage thoracique ouverte, remplaçant les organes internes. Son abdomen semble avoir fusionné avec d'autres tissus étrangers, comme si le monolithe avait cousu plusieurs matières organiques ensemble. Les pattes postérieures sont encore reconnaissables bien que distordues, et lui servent de point d'appui pour se déplacer de manière rampante ou s'agripper au sol. Enfin, comme chez les lurkers, 3 tentacules dorsales principales jaillissent de son dos. Mais ici, elles sont plus longues, plus osseuses, et dotées de pointes acérées en forme de griffes. Elles constituent son principal moyen d'attaque, capable de transpercer une cible à distance avec une force considérable.
Voilà pour la version canine du lurker, une variante tout aussi terrifiante que sa version d'origine. Mais maintenant qu'on a vu ça, revenons à celui que vous connaissez sûrement le mieux, le lurker classique, celui issu d'un nourrisson humain. Car pour vraiment comprendre cette créature, il faut s'intéresser à son origine et à la façon dont elle se comporte une fois réanimée par le monolithe. Maintenant que vous avez compris que le lurker provient d'un bébé, vous vous posez sûrement la question: y a-t-il vraiment des bébés dans l'équipage d'un vaisseau destiné à forer des planètes? Eh bien, je vous comprends, et c'est tout à fait légitime de se poser cette question. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, quand on envoie un équipage mixte composé d'hommes et de femmes à l'autre bout de la galaxie pour plusieurs mois, il faut bien s'imaginer qu'une reproduction peut avoir lieu, et donc potentiellement une grossesse. Vous savez que le monolithe envoie des signaux sur chaque cellule qui compose votre corps pour le reconstituer biologiquement à sa sauce. Mais vous savez aussi que le processus de reconstitution ne se passe que sur les tissus morts. Donc pour les êtres vivants, le monolithe va plutôt envoyer des ondes psychosomatiques pour tuer ses victimes et ainsi générer plus de biomasse. On ne sait pas vraiment s'il y a eu des grossesses et donc des naissances à bord de l'Ishimura, mais on peut très bien s'imaginer que le fœtus dans le ventre de sa mère puisse être affecté par le signal du monolithe. Le fœtus en cours de gestation pourrait subir les ondes psychosomatiques partagées avec sa mère. On peut alors s'imaginer que la mère pourrait se laisser mourir ou directement tuer son enfant, pour ensuite laisser le monolithe le réveiller, le reconstituer, et ainsi donner naissance au lurker. Et il faut aussi savoir que le monolithe affecte toute forme de vie dans son périmètre, pas seulement les espèces intelligentes comme l'homme ou certains extraterrestres. Tout peut être affecté pour générer plus de biomasse, comme par exemple des animaux ou même des bactéries microscopiques. Ce que je veux vous dire par là, c'est que même un bébé sans intelligence particulière n'échappe pas au monolithe. Sinon, le monolithe peut aussi directement transformer le bébé dans le ventre de sa mère en lurker, vu que le fœtus est constamment en développement et pas vraiment une forme de vie autonome. Le monolithe pourrait simplement modifier ses cellules et leur fonctionnement pour mener le bébé à une mort certaine. Et sans se rendre compte, la mère encore en vie porterait un cadavre, qui se transformera en nécromorphe, qui plus tard s'expulsera violemment de son abdomen pour en sortir. Un peu comme le Chestbuster d'Alien au final, si on pense comme ça. Donc ça, c'était la théorie d'une grossesse affectée par le monolithe. Mais si vous voulez du concret et savoir vraiment d'où les lurkers viennent dans le premier jeu, alors je vais vous expliquer les événements officiels. Dans l'Ishimura, vous pouvez trouver une section médicale avec des cuves et d'autres compartiments contenant des clones humains. Dans ces cuves, on retrouve des corps humains avec une forme adulte et d'autres avec une forme infantile. En fait, tous ces corps artificiels ont été conçus pour le remplacement de membres ou d'autres organes vitaux suite à un accident de travail. Comme par exemple une mutilation, une amputation, un écrasement, ou encore plein d'autres accidents qui dégraderaient le corps humain des employés. Du genre, mince, j'ai perdu mon bras à cause de mon collègue José alcoolique qui a mal visé avec son laser plasma pendant qu'on était en train d'extraire des ressources. Eh bien, pas de problème, on va vous greffer un tout nouveau bras grâce à nos clones qui ont été conçus juste pour ça. Dans le lore de Dead Space, ce processus est illégal, mais l'Ishimura et ses dirigeants avaient déjà tout prévu. Ce processus se nomme BPC, Biological Prosthetic Center, qui se traduit de l'anglais en centre de prothèse biologique. Comme je vous l'expliquais juste avant, en cas d'accident grave, les clones sont récupérés et récoltés pour greffer de nouveaux membres ou organes sur les membres de l'équipage. Ce que vous voyez actuellement sont des corps de bébés artificiels qui sont eux aussi utilisés en tant que ressources médicales. Ces bébés ne sont pas vraiment en vie. Même si à nos yeux on peut s'imaginer que derrière cette vitre ils sont là, ils sont vivants, en réalité c'est faux. Prenez un peu ça comme une coquille vide à l'intérieur. Mais là vous êtes sûrement en train de vous dire « Mais attends Valorma, tu dis qu'ils ne sont pas vivants, mais pourquoi on les voit bouger à l'intérieur de leur cuve ?» Eh bien ce sont tout simplement des mouvements artificiels conçus pour stimuler les muscles et les maintenir en activité constante. Un peu comme nous qui sommes obligés de bouger pour éviter que nos muscles ne s'atrophient. En regardant ces clones dans leur cuve, vous savez très bien ce que ces bébés vont devenir. Et c'est là que le monolithe rentre en jeu. En effet, ces clones ne sont pas vivants et possèdent une biomasse organique. Et ça, c'est parfait pour le monolithe. C'est exactement ce qu'il cherche. Une fois l'infestation du monolithe et le processus de réanimation de cadavres lancé, ces clones de bébés vont alors être reconstitués pour devenir des nécromorphes. Mais il faut aussi savoir que le monolithe est capable de créer d'autres types de nécromorphes avec des cadavres de bébés. Oui, c'est assez morbide quand je parle de ça. Selon certaines circonstances dans l'environnement et la présence de bactéries, la reconstitution biologique des cadavres peut différer. Par exemple, les clones de bébés qui sont scellés dans une cuve ne subissent pas la même transformation qu'un bébé qui se trouverait dans un environnement contaminé par une bactérie virale, et qui est pour la plupart du temps présente avec une infestation nécromorphe. Au lieu de produire un lurker, le monolithe avec certaines conditions et la présence d'une bactérie va reconstituer le cadavre d'un nourrisson en un autre nécromorphe qu'on appelle le crawler. D'ailleurs, si une vidéo vous intéresse sur lui, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et ce que je viens de vous expliquer là, ça s'applique sur tous les nécromorphes, pas seulement sur les bébés.
Il suffit d'un agent présent dans la reconfiguration biologique d'un cadavre pour modifier l'apparence finale d'un nécromorphe. Pour ce qui est du comportement du lurker, celui-ci se comporte vraiment comme un petit enfoiré. Désolé pour le terme, mais entre lui et le leaper, on a beaucoup de mal à les affronter. C'est vraiment des sacrés acrobates. Le lurker est un nécromorphe plutôt furtif. Il préfère toujours attaquer ses victimes par derrière ou hors de votre champ de vision. En effet, celui-ci utilise ses 3 tentacules dorsales pour tirer des projectiles organiques. J'ai jamais vraiment eu le temps d'analyser ces projectiles en plein combat, car ce petit n'arrête pas de bouger de partout et on se fait vite submerger. Mais avec un peu de patience, on peut voir qu'en fait, les projectiles de ces tentacules sont en fait des extensions osseuses. C'est un des rares ennemis du jeu qui opère avec un arsenal à distance, plutôt unique comme nécromorphe. Donc la plupart du temps, ce nécromorphe vous attaque à distance depuis des surfaces, comme des murs ou des plafonds en zone de gravité. Mais en zone de zéro gravité, ce nécromorphe se débrouille tout aussi bien. En effet, rappelez-vous des tentacules qu'il possède en dessous de son ventre. Avec ou sans gravité, il utilise ses tentacules pour s'agripper fermement contre une surface et en profite pour vous harceler de tirs. Ce qui rend les combats difficiles avec ce nécromorphe est en fait sa petite taille. Déjà, il est très difficile à repérer dans un environnement sombre ou même dans des grandes pièces. Alors si on rajoute encore par-dessus sa petite taille, c'est là que la vraie galère commence. Car il est vraiment difficile de placer ses tirs, surtout quand il est en mouvement. Le lurker est un vrai sniper et sûrement le nécromorphe le plus adapté pour les combats à distance. Mais il arrive aussi dans de rares occasions que le lurker vous charge et vous saute dessus pour vous neutraliser. Il va tout simplement vous sauter dessus et tenter de vous empaler avec ses tentacules à pointe osseuse. Pas très sympa comme bébé. Si vous n'avez pas de contact visuel direct avec ce nécromorphe, vous allez vite apprendre à reconnaître ses vocalisations au fur et à mesure des rencontres. Pour ce qui est de son comportement social, ce nécromorphe est rarement seul. Mis à part sa scène d'introduction dans le jeu, ce nécromorphe apparaît rarement isolé. Par la suite, il est presque toujours accompagné. Que ce soit avec d'autres lurkers ou d'autres types de nécromorphes, c'est toujours des confrontations infernales. Quand les lurkers attaquent en meute, leur coordination devient un vrai cauchemar. Chaque angle est une menace. Ils se dispersent et attaquent sous plusieurs angles, vous forçant à vous mettre à découvert pendant que d'autres vous canardent à distance. Et il ne faut jamais sous-estimer leurs projectiles car ils sont vraiment mortels. Surtout si votre tête est touchée. Vous commencez vraiment à réaliser à quel point cet ennemi peut être un calvaire, hein? Déjà seul, il est pénible, alors en groupe, je ne vous en parle même pas. Quand le lurker se retrouve aux côtés d'autres types de nécromorphes, son comportement reste finalement assez proche de celui qu'il adopte avec ses congénères. Il continue de vous harceler à distance pendant que les autres, comme les slashers, viennent vous attaquer au corps à corps. Et c'est là que ça se complique. Vous devez gérer à la fois ce bébé surexcité qui vous bombarde de projectiles et les nécromorphes qui foncent sur vous sans réfléchir. Autant dire que selon le niveau de difficulté que vous jouez, la mort peut arriver très vite. Dans ces situations extrêmes, la stase reste et restera toujours votre meilleur allié. Chacun a ses préférences en termes de stratégie, mais perso, je vous recommande de staser en priorité les ennemis au sol et de vous occuper du petit salopio en dernier. En résumé, le lurker est un prédateur discret, méthodique et redoutablement efficace. Attaque à distance, embuscade dans l'ombre, coordination avec d'autres nécromorphes, il agit comme un véritable ninja organique. C'est une pièce maîtresse dans la stratégie d'infestation nécromorphe. Mais maintenant qu'on a exploré son anatomie et son comportement, il est temps de voir ses forces et faiblesses pour enfin comprendre comment neutraliser cette créature. La plus grande force avec ce nécromorphe est sa capacité à vous tirer dessus à distance. S'il exploite son environnement, il est très difficile à repérer. Vous vous faites constamment bombarder par des projectiles sans savoir d'où ils viennent vraiment. C'est là que sa petite taille est également une force pour lui. Dans la panique, vous essayez de localiser l'enflure qui vous inflige ça, mais il est tellement petit qu'il est des fois quasiment invisible. Surtout dans une pièce sombre. Ensuite, après ça, il est très mobile. Il se déplace vite, grimpe partout et change régulièrement de position pour éviter d'être pris pour cible. Et évidemment, il mise sur l'attaque en groupe pour en faire une force. Que ce soit avec d'autres lurkers ou d'autres types de nécromorphes, sa dangerosité s'amplifie pendant ses attaques coordonnées. Le lurker n'est pas le nécromorphe le plus résistant, mais si vous croisez sa forme améliorée, celui-ci est bien plus résistant et vous demandera beaucoup plus de munitions pour en venir à bout. Mais du coup, maintenant qu'on a compris que ce nécromorphe est une véritable machine à tuer miniature, quelles sont ses faiblesses? Y a-t-il des failles à exploiter? Et comment en venir à bout? Comme tous les nécromorphes, leurs membres sont leurs plus grands points faibles. Il suffirait de sectionner les membres inférieurs et postérieurs pour neutraliser le lurker. Eh bien non, pas vraiment avec ce genre de nécromorphe. Rappelez-vous que le lurker provient d'un corps de bébé.
Ses membres sont beaucoup trop petits et peu exposés pour envisager de les sectionner. En fait, on va plutôt exploiter la plus grande force du lurker pour en faire sa plus grande faiblesse, ses tentacules dorsales. C'est tout simplement sa plus grande vulnérabilité quand il expose ses tentacules. Quelques tirs bien placés avec le cutter plasma suffisent pour sectionner les tentacules et ainsi vaincre le monstre. Et généralement, il tombe après 2 tentacules coupés, ce qui fait que le trancheur est aussi une arme excellente contre lui. Avec une bonne précision, vous pourriez couper les 3 tentacules en quelques tirs selon l'amélioration de votre arme. Et n'oubliez pas la stase qui est très efficace pour immobiliser le lurker quand il expose ses tentacules. Je parlais d'exploiter ses forces pour en faire des faiblesses. Eh bien c'est pareil pour sa petite taille cette fois-ci. Son corps étant très compact, il est particulièrement vulnérable aux armes à énergie ou aux lance-flammes. Vous pouvez littéralement le cramer en quelques secondes car sa peau est fine et pas très résistante. Le choc laser est aussi efficace si vous concentrez le tir en plein dans la cible. Le Mega P.K. est aussi efficace contre cet ennemi. Si vous êtes en confrontation directe et à courte portée devant le lurker, attendez que celui-ci expose ses tentacules pour lui faire goûter une rafale de graviton. Et il y a aussi une autre méthode que j'apprécie particulièrement, la télékinésie. Vous pouvez très bien l'empaler avec des éléments du décor ou même directement renvoyer contre lui une tentacule pointue pour le perforer avec. Et sinon, pour les plus forts d'entre vous, vous pouvez attraper le lurker comme un ballon et lancer votre meilleur penalty avec. Mais attendez, c'est pas un peu tordu d'infliger ça à un pauvre bébé? Qui est le monstre dans l'histoire? Vous ou le bébé? Ne donnez pas de coups de pied au bébé. Non, plus sérieusement, je vous dis ça car même les développeurs ont pris ça avec humour. En effet, il y a un trophée dans le premier jeu qui vous demande d'échapper 10 fois à l'emprise d'un lurker. C'est dans cette animation qu'Isaac va donner un coup de pied au lurker une fois que vous avez réussi le QTE. Dans la version anglaise, le nom du trophée se nomme Kicking It, qui fait référence au fameux coup de pied sur le bébé. Voilà, c'était juste une petite anecdote que j'ai voulu glisser comme ça. En tout cas, ne donnez pas de coup de pied au bébé. Au final, le lurker n'est pas le nécromorphe le plus puissant et résistant, mais il en reste tout de même redoutable. Il ne cherche pas le contact direct comme d'autres, mais préfère vous harceler à distance, profiter de la panique ambiante et à vous prendre en tenaille pendant que les plus gros foncent dans le tas. C'est une unité de soutien vicieuse pensée pour désorganiser le joueur et lui mettre une pression constante, surtout quand il est accompagné. Et sur ce point, il excelle. C'est aussi un bon exemple de game design intelligent. Il exploite les angles morts du joueur, la verticalité du décor, et il force à réfléchir autrement. On ne peut pas le bourriner de front comme un slasher. Il faut viser, être précis, parfois anticiper, parfois fuir. Et puis soyons honnêtes, son apparence dérangeante, mi-nourrisson, mi-créature rend la chose encore plus malsaine. Personnellement, je trouve que c'est l'un des meilleurs nécromorphes en termes de design et de comportement. Bien évidemment, mon nécromorphe préféré restera toujours le Leaper, je pense. Mais le lurker, c'est quand même quelque chose. Pas forcément le plus fort, mais clairement l'un des plus vicieux. Il a ce côté petite saleté qui vous suit partout, planqué dans un coin, prêt à vous aligner pendant que vous galérez déjà avec le reste. Et c'est justement pour ça qu'on le retient. Donc oui, bravo aux lurkers et aux développeurs qui l'ont créé. Il mérite clairement sa place en tant que nécromorphe iconique. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le lurker nécromorphe. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si oui, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Grâce à vous, on grandit petit à petit, et je vous en suis très reconnaissant pour ça. La prochaine vidéo sera sûrement sur l'infecteur nécromorphe, donc restez branchés. Et j'espère qu'elle vous plaira également. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur l'une de vos créatures préférées. Prenez soin de vous, bye bye.